Bonjour et bienvenue à cet atelier sur le processus de vente d'un service. Mon nom est Gérard Morissette et je suis heureux de vous accueillir ici aujourd'hui dans le cadre de votre programme avant-match. La vente de services existe depuis toujours et puis on a réussi avec le temps là, à mettre la vente à l'intérieur d'un processus qu'on a divisé en 5 grandes étapes qu'on appelle 5 grands champs de compétences. Alors évidemment, comme courtier immobilier, ce que vous avez à vendre, ce sont vos services à des clients acheteurs et des clients vendeurs qui veulent réaliser une transaction immobilière. Alors l'atelier est directement monté en fonction de la vente de vos services là, de courtage immobilier. Et on va bien sûr regarder quelles sont ces 5 grandes compétences à développer un peu plus en profondeur. Avant d'aller au niveau du développement des compétences, cependant, j'aimerais vous amener sur le fait que le développement d'une compétence, lui aussi, procède là, par un certain processus qu'on appelle la taxonomie de Bloom. Alors, Bloom a amené l'idée que, au départ, on va chercher une connaissance, par la suite, on essaie de comprendre comment fonctionne cette connaissance avant de la mettre, cette connaissance, en application. Et lorsqu'on commence à mettre nos connaissances en application, on développe véritablement à partir de ce moment-là nos compétences parce que les compétences se développent dans l'action. Et puis l'acquisition de la connaissance, puis la compréhension, ça s'acquiert au niveau du conscient, c'est-à-dire au niveau de l'esprit, au niveau de la compréhension. Mais les compétences se développent au niveau du subconscient. Et puis le subconscient n'apprend que par la répétition. Donc pour chacune des 5 compétences qu'on va discuter dans les prochaines minutes, puis vous devez comprendre ici qu'il y a une mise en action, il y a une mise en opération là, qui est nécessaire pour pouvoir devenir compétent. Bien sûr, en cours de route, il y aura probablement aussi des correctifs à apporter, une analyse des résultats obtenus. Alors, bref, tout ça va faire en sorte qu'on va arriver à développer les 5 compétences qui sont essentielles pour avoir du succès comme courtier immobilier. Alors, la première compétence développée, évidemment, ici, c'est le développement de la clientèle. Puis le développement de la clientèle, c'est la compétence la plus importante à développer. Par la suite, lorsque vous aurez développé vos compétences dans le développement de la clientèle, bien, vous aurez analysé le potentiel d'affaires des gens que vous allez rencontrer. Quand vous êtes capable d'aller vous asseoir devant des clients acheteurs ou des clients vendeurs, il vous reste à analyser si ces gens-là sont sérieux dans leur démarche, si les conditions pour la réalisation de leur transaction immobilière sont remplies, s'ils savent comment fonctionne l'industrie du courtage immobilier. Bref, vous avez à aller poser des questions, qualifier vos clients. C'est la deuxième étape. Une fois que vous vous rendez compte qu'il y a un potentiel d'affaires, bien, vous allez vouloir préparer, présenter et négocier votre offre de service ainsi que les honoraires qui s'y rattachent. Par la suite, bien, vous allez réaliser le partenariat d'affaires que vous avez négocié. C'est ce qu'on appelle la prestation de service. Une fois que vous aurez signé vos ententes, vous aurez des suivis réguliers à faire avec vos clients avant que ceux-ci passent, avant que la transaction immobilière soit terminée et que ceux-ci passent chez le notaire. Mais une fois qu'ils sont passés chez le notaire, vous aurez aussi des suivis à faire de manière à maintenir votre clientèle active. Alors, regardons un peu plus en détail chacune des 5 compétences qu'on a à développer. Avant tout, je voudrais vous présenter les types de clientèle qu'on va travailler là, en cours de route dans le cadre du programme Mise en Action. On va travailler avec une clientèle d'acheteurs, des acheteurs de première résidence, et puis des acheteurs-vendeurs, c'est-à-dire des acheteurs qui ont déjà une propriétaire. On appelle ça les acheteurs déjà propriétaires. Alors, ces gens-là sont des gens qui veulent acheter, mais pour acheter, ils vont devoir vendre leur propriété. On va devoir travailler également en cours de route avec des clients vendeurs, des AVPP évidemment. Puis des clients vendeurs acheteurs, c'est-à-dire des gens qui mettent leur maison en vente maintenant, mais dans le but d'acheter un produit éventuellement. Sur cette clientèle-là, principalement, les gens qui veulent vendre maintenant pour acheter plus tard, bien, en rapport avec ce qu'on vit, le contexte actuel de la COVID, par exemple, bien, ce type de clientèle-là a véritablement besoin de vos lumières, de vos conseils, parce que c'est pas certain qu'en vendant ta propriété aujourd'hui, tu vas être capable de racheter demain. D'une part, il y a une rareté de propriétés sur le marché, et d'une autre part, il peut se produire n'importe quoi entre
le moment où tu vends et le moment que tu achètes. Et puis, si une des deux personnes perdait son emploi, par exemple, ça veut dire que l'achat n'est peut-être plus possible par la suite. Fait que ces gens-là, principalement, ils ont besoin véritablement de vos lumières et de vos connaissances. Si on recule un peu dans le temps, avant de parler de développement de clientèle, parce qu'encore une fois, c'est la compétence la plus importante, si on recule un peu dans le temps, c'était assez simple, le développement de la clientèle, c'était linéaire. Fait que les directeurs d'agence disaient aux courtiers, si tu veux réussir en immobilier, il faut aller chercher de l'inscription. Alors, occupe-toi d'aller trouver des vendeurs, des gens qui vendent leur propriété par eux-mêmes, puis fais en sorte de les rencontrer pour leur présenter tes services, puis essayer au final d'aller chercher une entente pour les représenter dans la vente de leur propriété. Les acheteurs, on ne travaillait pas vraiment ça à l'époque parce qu'on se disait, si on a des inscriptions, les acheteurs vont nous appeler sur nos inscriptions et puis on pourra récupérer les acheteurs à ce moment-là. Et ça mettait un peu fin au processus là, de vente, là, de développement de clientèle, c'est-à-dire. Alors, on trouvait des vendeurs, les acheteurs venaient à nous, on les représentait si la propriété sur laquelle nous avaient contactés ne faisait pas leur affaire, bien on pouvait les représenter évidemment pour l'achat d'une future propriété. Et si la propriété sur laquelle ils nous avaient appelés faisait les affaires, bien à ce moment-là, on représentait les deux parties, autant le vendeur que l'acheteur. Aujourd'hui, on parle d'un processus de vente qui est plus cyclique. Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on va chercher des acheteurs. On va chercher des acheteurs parce que ce que les vendeurs cherchent quand les vendeurs vendent par eux-mêmes, ce qu'ils cherchent, c'est des acheteurs. Ils ne cherchent pas un courtier immobilier pour les aider à vendre leur propriété. Ils cherchent essentiellement des acheteurs. Lorsque j'ai un acheteur, bien, je peux communiquer avec toutes les personnes qui vendent une propriété qui correspond sensiblement aux besoins de mon acheteur et qui vend sa propriété par lui-même. Bien sûr, je peux faire une recherche aussi sur Centris pour découvrir quelle propriété correspondrait aux besoins de mon acheteur, mais tant qu'à avoir un acheteur, je vais faire l'effort d'aller voir ce qu'il y a de disponible sur le marché des gens qui vendent leur propriété par eux-mêmes, de manière à les contacter en leur disant que j'ai peut-être un acheteur potentiel. Et quand ces gens-là entendent de la part d'un courtier immobilier qui ont peut-être un acheteur potentiel, sont beaucoup plus ouverts à discuter, puis à discuter évidemment, éventuellement, de leur projet. Et voilà la façon aujourd'hui de faire le développement de la clientèle. Bien sûr, tout le processus d'approche d'un vendeur a été analysé, il y a des scripts qui sont mis en place, mais il n'y a pas de pression indue qui est mise sur le vendeur. On a peut-être un acheteur et puis on va faire un suivi avec ce client-vendeur pour l'informer du développement de la situation. Donc, on va, en cours de route, bâtir une relation avec ce vendeur-là et il est possible que notre acheteur soit intéressé par la propriété. Il est aussi possible qu'il ne soit pas intéressé par la propriété, mais on va quand même garder le contact avec le vendeur, principalement en voulant s'attacher à son projet. Alors, quand quelqu'un décide de mettre sa maison en vente, évidemment, il y a un projet derrière ça. Parfois, le projet est heureux, parfois, il est moins heureux. Alors, ça se pourrait que je sois obligé de vendre ma propriété parce que je n'ai plus l'énergie et la force de l'entretenir. Alors, ça se pourrait aussi que je sois appelé à vendre ma propriété parce que ma propriété est devenue trop petite. J'ai le troisième enfant qui arrive, puis il nous manque une chambre. Alors, c'est un projet qui est plus heureux, mais à la base, il y a un projet. Et votre objectif, quand vous contactez un vendeur, l'objectif ultime, c'est de connaître le projet, de manière à pouvoir offrir un service global, de manière à pouvoir offrir un service qui englobe l'ensemble du projet, autant pour la vente de la propriété que la recherche de la future propriété. Et dépendamment de la discussion, bien, vous pourrez vous positionner là, en fonction là, de ce que le client semble vouloir. Quand vous avez des vendeurs, évidemment, ça vous amène des acheteurs, des gens qui vont contacter et qui ne sont pas représentés par un courtier immobilier. Donc, ces gens-là, vous pouvez leur présenter la propriété que vous avez mise sur le marché, mais vous pouvez également les représenter pour l'achat d'une autre propriété si celle-là ne fait pas, celle sur laquelle vous appelez ne fait pas l'affaire. Fait que quand vous travaillez avec des acheteurs, bien c'est facile d'entrer en contact avec les vendeurs qui vont vous amener d'autres acheteurs. Alors voilà pourquoi on appelle le développement de la clientèle aujourd'hui un processus cyclique. Maintenant, au départ, on sait que il faut identifier plusieurs personnes qui sont susceptibles de réaliser une transaction immobilière ou qui veulent réaliser une transaction immobilière. Prenons l'exemple des gens qui vendent par eux-mêmes, les AVPP.
Alors, vous allez en identifier plusieurs, vous allez établir un contact initial avec ces gens-là, et puis vous allez en perdre, bien sûr, en cours de route, parce qu'il y a des gens qui vont refuser de vouloir faire affaire avec un courtier immobilier tout de suite en partant. Alors, on les élimine, évidemment. Donc, on va avoir moins de gens au niveau du contact initial qu'on en avait identifié, c'est normal. Une fois le contact initial fait, on va vouloir développer la relation. On va peut-être perdre quelques personnes en cours de route également, mais éventuellement, dans le développement de la relation, notre objectif va se préciser. On veut avoir un rendez-vous pour aller discuter du projet immobilier, pas pour aller faire une offre de service, là, vraiment pour aller discuter du projet immobilier. On enlève toute pression de vente là, ici, de manière à laisser le client à l'aise avec la rencontre qu'on lui propose. Et puis, c'est évidemment plus simple d'avoir un rendez-vous, bien sûr, dans le but d'aller discuter du projet immobilier. Alors, une fois qu'on est rendu chez le client potentiel, que ce soit un acheteur ou un vendeur, on a une étape qu'on appelle l'analyse du potentiel d'affaires et on appelle aussi cette étape-là l'étape de la qualification. Ce qu'on veut, c'est savoir qui sont les décisionnels au final. Supposons que vous rencontrez un couple de jeunes acheteurs de première résidence, bien, ils peuvent vous dire que c'est eux qui achètent, mais ils n'achèteront jamais sans avoir les conseils de leurs parents, par exemple. Alors, c'est qui les décisionnels au final? On a besoin de ces informations-là. Est-ce que le projet est sérieux? Puis est-ce que le projet est réalisable ou réaliste? Est-ce qu'il y a une certaine forme d'urgence dans le projet? Puis est-ce que les clients connaissent le courtage immobilier? Est-ce qu'ils savent comment ça fonctionne, l'industrie du courtage immobilier? Est-ce qu'ils ont déjà fait affaire avec un courtier immobilier? Bien sûr, si ce sont des acheteurs de première résidence, non, mais si ce sont des acheteurs déjà propriétaires, peut-être que dans le passé, ils ont fait affaire avec un courtier immobilier. Alors, vous devez savoir à ce moment-là quelle a été la relation avec le courtier, comment ça s'est passé, la transaction, pour, bien sûr, établir si le client veut véritablement faire affaire avec un courtier immobilier aujourd'hui. Alors, on a plusieurs questions à poser, autant au client acheteur qu'au client vendeur, de manière à mettre en place tous les éléments qu'on a besoin de réunir avant de présenter une offre de service. Alors, supposons que vous n'avez pas fait votre étape de qualification, puis vous présentez vos services aux jeunes couples acheteurs d'une première résidence. Avant d'être capable de signer une offre de service à ces gens-là, ils vont peut-être vous dire, bien, nous, il faut qu'on en parle à nos parents avant. Alors, si on avait posé la question avant de présenter notre offre de service, bien sûr, on aurait attendu d'avoir toutes les conditions en place avant de présenter l'offre de service. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être voulu faire la présentation de l'offre de service devant les parents, en même temps que devant le couple, de manière à ce que tout soit clair pour tout le monde. Alors, il y a plusieurs éléments qu'on doit mettre en place avant de présenter une offre de service et ça se fait par l'étape de la qualification. Quand vous avez l'impression que tous les éléments sont en place et qu'il y a un potentiel d'affaires réel avec les clients, bien, la prochaine étape consiste à préparer votre offre de service si elle n'est pas déjà prête. Après ça, bien, vous allez vouloir présenter votre offre de service aux décisionnels, à tous les décisionnels en même temps, et vous allez présenter en même temps les honoraires qui s'y rattachent. Et que vous soyez qu'un client acheteur ou un client vendeur, vous avez des honoraires à présenter. Par la suite, vous allez vouloir peut-être négocier votre offre de service, en fait répondre aux questions et peut-être aux objections s'il y en a. Mais au final, ça va être à vous de faire la conclusion. Alors, de demander au client, est-ce qu'on est en affaires ensemble? Est-ce que vous voulez que je vous représente pour l'achat ou la vente de votre propriété? Est-ce qu'on commence les recherches la semaine prochaine? Est-ce qu'on met votre maison sur le marché jeudi prochain? Alors, ce sont des questions de conclusion. Parfois, lors de la conclusion, ça nous ramène à venir répondre à d'autres questions ou d'autres petites objections, mais rendu à ce stade, logiquement, la conclusion devra être une étape logique, puisque ça fait déjà un certain temps qu'on est avec le client. On a eu une relation qu'on a développée dans la prise de contact jusqu'au rendez-vous. On a eu un rendez-vous dans lequel on a posé plein de questions. On a déterminé qu'il y avait un potentiel d'affaires et que les gens voulaient faire affaire avec un courtier immobilier. On présente notre offre de service qu'on va essayer de rendre le plus distinctive possible. Et par la suite, bien, la conclusion devient une étape là, qui tombe sous le sens, là, qui fait du sens, qui tombe sous la logique. Une fois que l'entente est signée, bien là, vous avez la prestation de service. C'est-à-dire que là, vous devez livrer la marchandise que vous avez promise. Donc, au départ, essayez de promettre moins puis de livrer plus, de manière à ce que le client soit un peu surpris par la qualité de votre service.
peut-être des petites attentions dont vous n'aviez pas parlé, mais finalement, ça fait partie de votre processus là, de prestation de service. Alors, c'est une bonne idée de promettre moins, de livrer plus. Respectez vos engagements en tout temps. Si vous dites, je vous donne un compte rendu aux 2 semaines, bien assurez-vous que ce compte rendu est vraiment fait aux 2 semaines, aux dates là, qui ont été précisées là, dans votre offre de service. Soyez proactif, ça veut dire soyez au devant des demandes potentielles de vos clients. Soyez en avant, possédez bien votre dossier, puis assurez-vous de connaître les étapes restantes, puis peut-être avoir déjà amorcé certains travaux qui étaient à faire pour chacune des étapes qui restent à faire. Là. Alors, bref, soyez proactif. Maintenez votre client dans le momentum. C'est hyper important. Bien sûr, si vous travaillez avec un vendeur, il vous a signé un contrat pour une certaine période, mais il faut quand même le maintenir dans le momentum. Si vous travaillez avec un acheteur, il n'y a pas d'obligation à acheter. Alors lui, il faut vraiment le maintenir dans son idée, dans son désir de devenir propriétaire. Et puis, à ce moment-là, ça nécessite assurément des suivis un peu plus concrets, puis peut-être un peu plus rapprochés. Tenez le client informé en tout temps, des bonnes comme des mauvaises nouvelles. Et puis, il y a une foule d'autres choses là, que vous allez vouloir mettre en place dans la prestation de vos services de manière à être efficace, puis à faire en sorte que votre client soit satisfait de vos services. Alors, c'est hyper important parce que si votre client est satisfait de vos services, il va vous revenir. Si le client n'est pas satisfait de vos services, il ne vous le dira peut-être pas, mais le prochain coup qu'une transaction immobilière sera essentielle pour lui, bien peut-être qu'il passera par l'entremise des services d'un autre courtier. Une fois que votre client a signé votre offre de service, vous avez livré la marchandise et puis vous amenez votre client chez le notaire, bien, il y a bien sûr des suivis qui doivent être mis en place. Les suivis, vous allez en faire à différentes étapes du processus. Vous avez à faire des suivis lors du développement de la clientèle. Rappelez-vous, on disait, il y a le contact initial, par la suite, il y a le développement de la relation. Donc, à ce niveau-là, vous avez des suivis à faire également. Par la suite, vous allez avoir à faire des suivis lors de la prestation de service. Une fois que le client a signé votre entente, que ce soit un client acheteur ou un client vendeur, là, il y a des suivis réguliers à faire avec vos clients pour qu'ils soient satisfaits de vos services. Après le notariat, il y a des suivis pour maintenir la clientèle active, mais aussi le suivi après le notariat va vous servir. Souvent, on propose là, 30 jours après le notariat de rencontrer à nouveau les gens avec qui vous avez été en affaires. Et puis, d'une part, pour valider s'ils sont satisfaits de la transaction, si ça s'est bien passé, s'il y a des choses qui restent à régler, là, qui n'ont pas été réglées. Puis la plupart du temps, les gens sont satisfaits. Puis, curieusement, souvent, les gens ont des gens à vous référer pour qui veulent réaliser une transaction immobilière et qui pourraient avoir besoin de vos services. Alors, dans le suivi après notariat, là, souvent, on va chercher des références. C'est important de le faire. Puis, c'est important, une fois que le suivi après notariat est fait, là, environ 30 jours après, bien, c'est important aussi de garder le suivi auprès de ces gens-là, autant peut-être par courriel que par les médias sociaux. Mais il faut garder une forme de suivi avec ces gens-là, des suivis réguliers, de la part d'informations là, de façon régulière, de manière à garder chez ces gens-là le réflexe de penser à vous quand il est question de transactions immobilières. Alors, voici le processus de vente d'un service. Le prochain atelier va parler principalement du développement de la clientèle 2.0, un développement de clientèle qui nécessite une utilisation plus efficace là, des plateformes de communication qui sont disponibles aujourd'hui et bien sûr des médias sociaux. Alors, au plaisir de vous y retrouver. D'ici là, bien, portez-vous bien.